Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre rendez-vous santé hebdomadaire diagnostic. Nous parlerons aujourd'hui d'une maladie extrêmement fréquente, souvent silencieuse mais qui peut causer des complications graves. C'est l'hypertension artérielle, appelée aussi le tueur silencieux car elle peut évoluer pendant des années sans symptômes tout en endommageant nos organes nobles, notamment le cœur, le cerveau, les reins et les vaisseaux. Alors, à partir de quels chiffres parle-t-on de l'hypertension artérielle? Quelles sont ses complications et surtout, comment les éviter? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir nos invités ce soir. Professeur Adjroud Naïma, vous êtes professeur en cardiologie. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités pour parler de ce sujet très épineux. Merci. Alors, j'ai le plaisir aussi de recevoir Dr Zitouni Samia. Vous êtes maître assistante à l'EHS Transplantation d'organes et de tissus à Blida. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Aussi, notre médecin chroniqueuse, Dr Abdelmoumen Sarah, est au rendez-vous chaque semaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci docteur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un outil naturel, simple, mais désormais reconnu officiellement par la santé pour protéger le cœur et aider les personnes atteintes d'hypertension artérielle. Je vous en dis un peu plus tard dans ma chronique. Très bien. Alors, avant de parler de l'hypertension artérielle, de répondre à vos questions et préoccupations concernant cette maladie, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par mon collègue Yanis Ait Belkacem. Regardez. En Algérie, l'hypertension est devenue un véritable enjeu de santé publique. Une maladie silencieuse mais très fréquente, elle touche près d'un adulte sur 3. Et lorsque l'on regarde de plus près, on constate que le risque augmente avec l'âge. À partir de 45 ans, la tension grimpe plus facilement. Entre 45 et 59 ans, la maladie s'installe plus souvent et après 60 ans, le risque devient très élevé. Mais avant l'hypertension, il y a souvent un premier signal, l'avant-hypertension. Elle touche plus d'un tiers des adultes, un stade d'alerte, un signal à ne pas ignorer, car sans prévention, elle peut facilement évoluer vers l'hypertension. L'hypertension ne fait pas mal, elle ne provoque souvent aucun signe, on peut vivre avec sans s'en rendre compte, mais à long terme, elle abîme le corps. Et ce sont ces dommages cachés qui mènent aux complications les plus graves. L'hypertension peut provoquer un AVC, l'une de ses conséquences les plus sévères. Elle peut entraîner un infarctus parce que le cœur travaille trop. Elle peut aussi endommager les reins jusqu'à l'insuffisance rénale. Même la vision peut être touchée. L'hypertension est souvent le résultat de plusieurs facteurs qui s'accumulent. Le sel est fréquemment trop présent dans notre alimentation. Le manque d'activité physique et la sédentarité augmentent la tension artérielle. Le tabac, quant à lui, fragilise les artères et accentue les risques pour le cœur. Le surpoids constitue un facteur déterminant et parfois l'hérédité joue également un rôle important dans l'apparition de la maladie. La prévention repose sur des gestes simples du quotidien. Réduire le sel et privilégier des repas équilibrés contribue à mieux contrôler la tension. Bouger régulièrement, marcher au moins 30 minutes par jour participe également à la santé cardiovasculaire. Lorsque la tension reste élevée, un traitement devient nécessaire, simple et efficace et protecteur. Il permet de prévenir les complications. Prévenir, dépister, traiter, ces actions restent la clé pour éviter les conséquences graves de l'hypertension. Elle peut être contrôlée et l'on peut vivre avec sereinement à condition d'agir vite. C'était un reportage signé Yanis Ait Belkacem qui nous a parlé de l'hypertension artérielle, cette maladie qui touche le 1/3 de la population en Algérie. Donc c'est une maladie qui a des conséquences très graves et des complications qui sont parfois très sévères. Donc professeur Adjroud, qu'est-ce que l'hypertension artérielle et à partir de quels chiffres parle-t-on d'une hypertension artérielle? Merci. Alors l'hypertension artérielle, certes, c'est une augmentation de la pression au niveau de l'artère, et particulièrement cœur, ventricule gauche et au niveau de l'aorte. Et on parle aujourd'hui d'une hypertension artérielle chaque fois qu'on a des pressions systoliques appelées communément la maxima au-delà ou égal à 140 mm de mercure et diastolique ou minima au-delà, égal ou au-delà de 90 mm de mercure. Donc à partir de là, on est dans l'hypertension artérielle. Tout à fait. Actuellement, on a même tendance à dire que pour une tension artérielle qui est entre 120 et 139 pour la systolique, 80-89 pour la diastolique, on dénomme ça comme étant une tension haute.
Oui. Et la tension idéale serait une tension inférieure à 120 mm pour la systolique et 80 pour la diastolique. Donc Oui. voilà comment se définit l'hypertension artérielle. Très bien. Et puis, par rapport à la systolique et la diastolique, c'est par rapport au travail du cœur. Donc, Exactement, c'est par rapport bien sûr au travail du cœur, à la contraction de la cavité ventriculaire gauche, on est beaucoup plus dans la systole, et puis le relâchement, on est beaucoup plus dans la diastole. Très bien. Ça, c'est pour schématiser, pour le commun des mortels, pour une compréhension assez aisée. Tout à fait. Alors, on parle beaucoup de la relation, on va dire, de l'hypertension artérielle avec le cœur. Donc, il y a le rôle du cœur dans cette maladie, mais on oublie un autre organe qui est le rein. Voilà. Donc, quel est le rôle du rein déjà dans la régulation de cette pression artérielle dans notre corps? D'accord. Donc pour le rein, donc on peut dire qu'il a le rôle majeur. S'il n'est pas, il est responsable. En fait, quand on regarde comment cette HTA, cette hypertension est créée, on va dire que c'est toujours le problème rénal. On peut schématiser la situation comme ceci. On peut imaginer le cœur comme la pompe, donc qui pompe le sang dans ses vaisseaux pour aller partir aux différents organes. Et on a les vaisseaux, c'est les tuyaux qui acheminent le sang. Et puis on a le rein. Le rein, il fait quoi? C'est comme si le rein, il est le robinet. À quel point je peux ouvrir cette quantité de sang et cette pression dans l'organisme. Oui. Et le rein, donc, c'est lui qui ouvre et ferme. Donc, pourquoi on a cette HTA? On peut imaginer 3 scénarios. Soit que le rein, il est malade, donc Oui. il a cette insuffisance rénale ou bien une pathologie qui touche le rein. Donc là, il est déréglé, donc il ne peut plus contrôler la pression artérielle selon les chiffres normaux. Sinon, le rein, il a comme s'il a reçu un ordre qui n'est pas correct d'une maladie. Disons par exemple qu'un patient qui a cette maladie qu'on appelle l'hyperaldostéronisme primitif, il y a Un problème hormonal. Oui. Une hormone qui a ordonné au rein d'ouvrir trop le sang et tout, et ça va créer cette hypertension. Et puis on a quand le rein est sain. Quand Oui. le rein est sain, on peut schématiser comme si il perd son thermostat. Pour le rein, il ne se situe plus à une tension de 12,8 systolique et diastolique, mais pour lui c'est bas, donc c'est par dérèglement, c'est une pathologie. Oui. Il va voir que la tension normale, elle est à 18. Et c'est un dérèglement, malgré que le rein n'est pas malade, mais c'est un dérèglement qu'on appelle cette situation déjà l'HTA primitive. Tout à fait. Et de ce fait, donc le rein, il est toujours là, soit il est malade, soit il a exécuté un ordre qui est mal, on va dire décidé, ou bien c'est primitif en lui-même. Donc Tout à c'est fait. toujours le rein, il est coupable. Donc, il a un rôle très important à côté du cœur dans la régulation de cette pression artérielle dans notre corps. Alors, l'automesure de la pression artérielle, c'est devenu une méthode donc reconnue pour le diagnostic de l'hypertension. Et justement, beaucoup d'entre vous, vous avez, j'imagine, vous avez des tensiomètres à la maison, vous essayez de surveiller votre pression artérielle. Donc, professeur, quelle est la meilleure méthode pour cette automesure? Voilà. Alors d'abord, il faudrait dire que quand on reçoit un malade en consultation pour la première fois et qu'on trouve que sa pression artérielle elle est égale ou supérieure aux 140 mm de mercure pour la systole et 90 pour la diastole, on ne va pas s'empresser de dire le patient est hypertendu. Pourquoi? Parce que quand on décrète qu'un malade a une hypertension artérielle, on va démarrer un traitement. Et quand le traitement est là, en général, il a été instauré, on ne va pas dire à vie, mais on va dire au long cours et probablement à vie. Donc on réfléchit avant de décréter que le patient soit hypertendu. Oui. Alors on a 2 façons de faire le diagnostic de l'hypertension artérielle. Vous avez parlé de l'automesure, on va en parler. On a ce qu'on appelle la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Oui. Ça, c'est un tensiomètre qui est placé au patient. Il rentre avec chez lui, il passe avec lui les 24 heures. Oui. Et le lendemain, quand il revient, on enlève ce tensiomètre et on va faire une analyse détaillée de toutes les valeurs de la pression artérielle, jour et nuit. Très bien. L'automesure, c'est quoi? L'automesure, c'est demander au patient de prendre lui-même sa pression artérielle à la maison. Oui. Après, quand on demande à un malade de faire de l'automesure, il faut l'éduquer. Il faut lui apprendre à faire son automesure et on ne la fait pas de manière anarchique. Oui. Alors, nous avons 2 façons de faire. Soit on va demander à notre patient de nous ramener des tensions 3 jours de suite
prise le matin au réveil 3 fois de suite, avec un intervalle de 2 minutes, et 3 fois le soir avant le coucher, là encore avec un intervalle de 2 minutes sur les 3 jours. Ou alors, on va sur la méthode qui est actuellement retenue, ce n'est plus les 3 jours, c'est les 7 jours, mais 2 fois le matin, 2 fois le soir. Mais attention, quand on demande à un patient de prendre sa tension artérielle, il faut lui dire qu'il doit quand même observer un repos de 10-15 minutes. Il doit être dans une température tout à fait ambiante. Il ne doit pas discuter avec son entourage. Et ce n'est qu'à ce moment-là que sa tension va être validée. Oui. Et quand il revient nous voir avec ses valeurs de pression artérielle ou les valeurs prises par l'automesure, là on fait un diagnostic d'hypertension artérielle et on décide de démarrer une thérapeutique pour nos malades. Tout à fait. Après, il y a des conditions dans cette prise ou cette automesure à la maison. Donc, il faut rester pendant 10 minutes au repos, éviter tout ce qui est justement prise de café ou d'excitant. Oui, voilà. Effectivement. Il faudrait qu'il observe un repos de 10 minutes. La tension doit être reprise à distance du repas, de son café, de la cigarette pour celui qui fume. Pour ceux qui ont un animal domestique, même l'animal domestique ne doit pas tourner autour du patient pour que la tension soit prise correctement. Le patient doit être assis. On n'est pas obligé de demander au malade de s'allonger. Avec un bras qui est mis sur la table d'une manière correcte. Avec un tensiomètre validé. Après, le bras sur la Sur table. la table. Qu'il y ait, Validé. le bras il sera au même niveau. On doit effectivement avoir le tensiomètre au niveau du pouls huméral qui est là, qui est un petit peu corrélé à la cavité cardiaque pour avoir la véritable pression artérielle. Parce qu'en fait, la pression artérielle, c'est celle qui est à l'intérieur du ventricule gauche. Mais en s'éloignant du cœur, elle commence à baisser. Donc nous, on va se rapprocher le plus possible et on va prendre une tension au niveau de l'huméral. Très bien. Donc le bras sur la table, patient assis confortablement dans de bonnes conditions pour prendre sa tension artérielle. Avec un brassard qui est adapté aussi, et puis ne pas parler, ne pas bouger quand la prise de la pression artérielle se fait comme ça. Ce sont les bonnes conditions pour avoir cette automesure et pour que cette automesure soit fiable, on va dire. Alors, docteur Zitouni, on a dit que le rein, il a un rôle très important dans la régulation de la pression artérielle. Donc, il peut témoigner, on va dire, cette élévation de la pression artérielle peut témoigner d'une maladie rénale déjà qui est silencieuse, notamment les maladies, on va dire, polykystose rénale et certaines maladies. Donc, pouvez-vous nous expliquer? Oui, effectivement, quand le patient se présente pour la première fois avec une HTA, avec une hypertension artérielle et avec une maladie rénale, nous-mêmes, on a du mal à se positionner qui a donné l'autre. On connaît que l'HTA, elle donne dans la majorité des cas une insuffisance rénale, surtout si cette HTA a été longtemps ignorée, maltraitée. Et puis, le rein, quand il tombe malade, il donne une HTA. On le sait déjà. Maintenant, on peut se positionner un peu si le sujet il est un peu âgé, il a une HTA pendant longtemps. On sait qu'après, au fil du temps, parce que l'HTA, qu'est-ce que c'est en fait? C'est comme si les vaisseaux qui arrivent au rein, ils sont un peu serrés. Donc le rein est tout le temps, parfois pendant des années, il est mal irrigué, en souffrance. Donc ni oxygène arrive correctement, ni les nutriments. Donc le rein va doucement se rétracter et la taille du rein peut passer à la moitié. On sait la taille des reins normale, c'est 12 cm en moyenne. Et parfois, des gens arrivent avec 6 cm pratiquement. Alors, à l'interrogatoire, on sait qu'il avait déjà commencé son HTA il y a des années. Et puis, on voit le reste du retentissement de l'hypertension artérielle sur l'organisme. On regarde les yeux, on trouve que la tension elle existe dans ses yeux, ce qu'on appelle la rétinopathie hypertensive. On regarde le cœur, on trouve que le cœur, il a aussi augmenté de volume à force qu'il se bat contre cette hypertension artérielle. Et là, on peut dire que le rein est une victime de cette HTA. En général, elle est essentielle. Si on parle de prévalence dans la population algérienne, c'est une HTA essentielle. Et puis, à l'inverse, toutes les pathologies rénales, on va dire à 80-90%, finissent par donner une HTA. On a dit parce que c'est le rein qui contrôle en fait cette HTA. Donc il y a
peu de pathologies on parle de maladies rénales qui perdent le sel parce que cette HTA, elle est en relation avec le sel. Il y a peu de maladies rénales qui entraînent une fuite du sel par le rein. Ça fait partie de la maladie. C'est seulement cette catégorie qui est protégée contre l'hypertension artérielle. Oui. Et là encore, avant que le patient arrive au stade de dialyse. Tout à fait. Donc ce rein, il est à la fois victime et, on va dire, acteur dans cette hypertension artérielle. Alors, l'hypertension artérielle reste longtemps asymptomatique. Donc, elle peut rarement, on va dire, donner des symptômes. Il y a certains patients qui vont signaler ou rapporter des symptômes liés à cette élévation de la pression artérielle. Professeur Adjoud, pourquoi cette maladie, déjà, elle reste longtemps silencieuse? Et puis, s'il y a des symptômes, quels sont ces symptômes? Oui, il est vrai que l'hypertension artérielle, appelée d'ailleurs tueur, c'est une pathologie, c'est une maladie qui tue d'une manière silencieuse. Elle est aussi symptomatique. Dans 80% des cas, le patient n'a pas de symptômes. Et dans les 20% des cas, quand le malade rapporte des symptômes, alors généralement ce sont des bourdonnements d'oreilles, ce sont des céphalées, c'est des douleurs à la tête, c'est généralement une sensation de mouche volante devant les yeux, c'est parfois des paresthésies, des fourmillements au niveau des mains. Donc ça, parfois, ça peut être des précordialgies, Oui, qui des pourraient vertiges être aussi des vertiges, qui pourraient être aussi des éléments. Mais là, on ne les retrouve que dans 20% des cas. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit en général à nos collègues, quand on reçoit un malade en consultation, quelle que soit la spécialité dans laquelle on est en train d'exercer, le patient doit bénéficier d'une prise de tension artérielle. Et ce n'est que comme ça qu'on va arriver à faire des diagnostics précoces de l'hypertension artérielle et ne pas laisser le malade verser dans la complication. Parce que parfois, c'est la complication qui nous mène le malade en consultation et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. On verra, je pense, tout à l'heure, quelles sont les consultations Justement. à redouter chez ces patients-là. Oui. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut impérativement faire le diagnostic d'une pression artérielle avant même que la complication ne soit là. Et il ne faut pas attendre dans tous les cas des symptômes chez des patients pour faire le diagnostic d'une hypertension artérielle. Donc elle doit être prise systématiquement à toutes les consultations. Tout à fait. Et puis, vous avez dit que cette hypertension artérielle, si elle n'est pas diagnostiquée à temps, peut évoluer ou peut donner vers justement des complications à moyen et à long terme. Quelles sont ces complications, professeur? Alors les complications de l'hypertension artérielle, elles sont nombreuses. Elles peuvent être là effectivement à court, à moyen ou à long terme. En fait, quand on dit elles sont là à court terme, le souci majeur, c'est que quand on fait le diagnostic d'une hypertension artérielle, c'est qu'elle était déjà là. Et comme a dit ma collègue, on peut éventuellement, quand on est devant un malade qui est hypertendu, on peut éventuellement approximativement dire est-ce que cette hypertension est récente, elle vient de s'installer, ou est-ce que cette hypertension artérielle était là, ignorée, non diagnostiquée. Bien sûr, en allant regarder le rein, en allant regarder le cœur, en allant faire un fond d'œil, tout ça pourrait nous renseigner sur l'existence antérieure de cette hypertension artérielle ou pas. Alors les complications majeures, le cœur va compliquer au niveau du cœur. Il va compliquer au niveau du cœur, ça peut donner des troubles du rythme au niveau du cœur, ça peut donner de l'infarctus au niveau du cœur, ça peut donner de l'insuffisance cardiaque au niveau du cœur, ça peut donner une atteinte au niveau des artères, donc au niveau du cœur, c'est l'infarctus, mais ça peut donner une atteinte artérielle périphérique au niveau des membres inférieurs, ça peut donner un accident vasculaire cérébral, hémorragique ou ischémique. D'ailleurs, c'est la première cause dans l'accident vasculaire c'est la cérébral. première cause d'handicap. Oui. Causée par l'hypertension artérielle. Tout à fait. Et ça peut donner aussi l'atteinte du rein, l'insuffisance rénale. Généralement, c'est une insuffisance rénale qui va s'installer progressivement. Le malade va évoluer vers une insuffisance rénale chronique. Tout à fait. L'insuffisance rénale aiguë en rapport avec l'hypertension artérielle, elle est rare. Il faudrait qu'il y ait un autre phénomène qui se surajoute pour pousser ce patient vers l'insuffisance rénale aiguë. C'est beaucoup plus l'insuffisance rénale chronique que l'on craint et que l'on surveille. Oui. Donc les malades doivent être traités correctement, avoir des prises de pression correctes, un diagnostic précoce pour ne pas verser dans toutes ces complications-là qui sont parfois mortelles ou alors handicapant un malade. Et après, ça va coûter très cher pour le système de santé. Tout à fait. Et puis justement, quand on a parlé de la prise de l'hypertension, enfin de la pression artérielle, en consultation, beaucoup de patients ont
une élévation de cette pression artérielle suite au stress de la consultation. Donc, docteur Abdelmoumen, j'imagine que vous avez déjà vécu cette situation avec vos patients. Oui, évidemment. Alors, elle est utile pour le dépistage, comme l'a dit le professeur. La prise est utile, mais elle ne suffit pas pour le diagnostic. On a dit que c'est, je vais redire ce qu'a dit le professeur, c'est l'auto-mesure à domicile dans les bonnes conditions et la MAPA pour faire le diagnostic. Mais par contre, durant le cabinet, on peut avoir des tensions, des chiffres élevés chez des personnes qui ont une tension normale, correcte ou bien équilibrée avec le traitement. C'est juste l'effet blouse blanche. C'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Ils ont peur, ils stressent durant la consultation, donc du coup, leur tension s'élève. Et aussi, on a d'autres cas où les tensions sont normales et les personnes font des pics, surtout le soir, d'où l'utilité de la MAPA qui prend les 24 heures. Et là, c'est pour ne pas diagnostiquer tardivement, effectivement. Oui. Donc du coup, la tension artérielle, parce qu'elle change durant la journée, l'émotion et l'activité, généralement, la consulte quand on arrive, il y a les embouteillages, il y a plein de choses, donc la tension peut être élevée. Et c'est pas grâce à la prise au niveau du cabinet qu'on fait le diagnostic, mais c'est les deux méthodes dont a parlé la professeure. Moi, je voudrais juste revenir et rebondir sur quelque chose. Oui. On parle beaucoup d'automesure. Oui. Et vous en avez parlé, vous, au départ, en disant une des manières de faire le diagnostic d'une hypertension artérielle, c'est passer par une automesure. C'est vrai. La mesure ambulatoire de la pression artérielle dans la vie d'un patient hypertendu doit se faire au moins une fois. Ceci étant, après, on va contrôler les malades avec l'automesure. Aujourd'hui, on demande à nos patients de venir avec des tensions de chez eux pour voir si, moyennant la thérapeutique qui a été instaurée, on a un contrôle de cette tension artérielle. Alors aujourd'hui, je pense qu'on devrait se pencher un petit peu vers ce tensiomètre. Oui. Tensiomètre électronique. Souvent, les malades vous disent non, c'est pas la bonne méthode de prendre la tension artérielle. Non, c'est la bonne méthode. Ceci étant, il faut un tensiomètre validé. Il faut un brassard adapté. Tout à fait. Et il faut un tensiomètre remboursé. Aujourd'hui, nous avons des glucomètres remboursés. Nos patients nous posent la question à nous au niveau de nos consultations. Ils sont diabétiques hypertendus. Et donc, des fois, ils arrivent en nous disant « Moi, j'ai un glucomètre. Et pourquoi je n'ai pas de tensiomètre ?» Exactement. Donc, je pense que là, il faut aussi se pencher vers ce tensiomètre qui va rendre beaucoup de services à nos patients. Et peut-être qu'on arrivera à contrôler au mieux nos malades. Oui. Et donc, quand le malade vient chez nous, on ne traite un patient pour une hypertension, quand on l'a vu la première fois, que s'il a une tension très élevée, qui dépasse les 180. Sinon, on passe par l'automesure ou la mesure ambulatoire. Autre chose, quand on est devant une... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ou la mesure ambulatoire. Autre chose, quand on est devant une hypertension artérielle effet blouse blanche, le malade ne doit pas être perdu de vue. Parce que ces malades qui ont une tension artérielle effet blouse blanche, ça veut dire que le stress déclenche des tensions qui s'élèvent. Donc c'est des malades à surveiller. Oui. À court, à moyen ou à long terme, ils vont développer une hypertension artérielle. Comment va évoluer la tension chez chacun d'entre eux? On ne le sait pas. Chacun va avoir son évolution propre. Donc l'HTA, effet blouse blanche, surveillance de l'hypertension artérielle. Ne pas banaliser. Ne pas banaliser, Tout à fait. au moins une consultation par an. Très bien. Donc, cette hypertension artérielle, justement, l'automesure et la MAPA des 24 heures, ce sont deux moyens qu'on utilise en tant que médecin pour diagnostiquer cette maladie. Et puis, il y a cette notion d'hypertension artérielle secondaire. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, qui n'ont pas entendu parler de cette notion. Donc, docteur Zitouni, alors l'hypertension artérielle secondaire, déjà, qu'est-ce que cette entité? Pouvez-vous nous expliquer? Voilà, si on dit secondaire, donc il y a une maladie où il y a un facteur qui a déclenché cette hypertension artérielle. Et on peut diviser, on va dire, en deux catégories ces causes. Il y a les causes qui sont maladies, qui se sont imposées, comme on a par exemple cette hormone qui est sécrétée de façon inappropriée, l'hyperaldostéronisme primitif. C'est une glande sur le rein qui sécrète de façon anormale. Oui. Donc, ça donne Un dérèglement hormonal. un dérèglement hormonal. Ça donne une hypertension artérielle, parfois même sévère. Par exemple, on a cette tumeur qui est bénigne et qui ne cause que l'HTA, c'est le phéochromocytome, qui est même dans la majorité des cas guérissable si on enlève cette tumeur. On a ce qu'on appelle par exemple aussi la sténose de l'artère rénale. On voit ça surtout chez le sujet diabétique, un peu en surpoids. Il y a de la graisse qui se dépose au niveau de l'artère du rein. Ça réduit énormément donc l'ouverture du vaisseau, le calibre, et donc ça crée une hypertension. Le rein devient en stress énorme et il va créer cette hypertension artérielle. Donc toutes ces pathologies, donc on va dire que le patient n'a pas vraiment la responsabilité envers cette HTA secondaire. Mais le plus important, ce qui est intéressant pour le patient, c'est cette HTA secondaire, on va dire, entre les mains du patient. Par exemple, je cite l'hypertension artérielle secondaire aux médicaments. Oui. Et les médicaments, donc, à la tête, on va dire, par exemple, les œstroprogestatifs, la pilule œstroprogestative comme contraception. Là, bien sûr, toute femme doit consulter le gynécologue pour voir le risque de développer une hypertension artérielle et de contrôler la femme sous cette pilule pour détecter les moindres élévations pour les arrêter, c'est-à-dire on peut agir sur cette hypertension artérielle secondaire. Sinon, le deuxième médicament qui est très utilisé, c'est les ANS, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les corticoïdes. Les corticoïdes aussi, voilà. Les ANS, ils sont, je vais dire, plus graves. C'est pas par le mécanisme, mais c'est parce que le patient, je pense partout dans le monde, et je vais parler de l'Algérie, a la main facile de les acheter des pharmacies pour tout type de douleur. Et puis, le sujet, surtout s'il est diabétique un peu,
s'il a peut-être une HTA primitive, essentielle, mais qu'on aurait pu la contrôler par un seul médicament, il prend ces anti-inflammatoires pour des douleurs, parfois c'est chronique même, et l'HTA, elle devient elle nécessite encore 2 ou 3 médicaments et ça va retentir, ça va se compliquer de façon plus grave et ça va toucher plus d'organes quand on est sous ces médicaments. Oui. Et puis, je vais parler des jeunes aussi qui prennent de la drogue. On sait que la cocaïne, elle entraîne de l'HTA. On sait que les amphétamines, quoique en principe ils ne sont pas commercialisés, mais ça donne de l'HTA. Les produits anabolisants, le problème c'est que chez les jeunes, ils sont aussi normalement interdits, mais le problème c'est qu'ils sont parfois commercialisés, on va dire, parfois de façon illicite dans les... il y a les corticoïdes qui sont pris par des personnes pour prendre du poids, alors que ça peut... Et c'est beaucoup, on a beaucoup de femmes qui font ça. Tout à fait, en plus, et elles ne prennent même pas conscience de la difficulté, de la gravité de cette prise inappropriée. Et puis, il y a une autre pathologie qu'on ne connaît pas dans la population générale, on va dire, qu'elle donne de l'HTA, c'est ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Oui. L'apnée du sommeil, donc c'est une pathologie qu'on voit beaucoup plus chez le sujet un peu obèse. Quand il dort, il y a cette apnée, des pauses respiratoires. Et ça crée de l'HTA. Et on a pu contrôler, on a eu des patients qui ont une HTA vraiment résistante, qu'on a mis tous les traitements, aucune réponse. Et quand on a diagnostiqué le problème, on a sévré le malade et on l'avait laissé sous 1 ou 2 seulement médicaments anti-HTA. C'est une pathologie un peu moins connue, même parmi alors qu'il existe des solutions, notamment l'appareillage, qui peut aider le patient à faire baisser les chiffres tensionnels. Donc, le but de parler de cette hypertension artérielle secondaire, c'est que des fois, si on diagnostique cette cause, qui est la cause de cette hypertension, donc on peut la traiter et puis ça fait baisser les chiffres tensionnels. Parfois, on diminue le nombre de médicaments, la dose, et parfois même, on peut carrément arrêter le traitement quand il s'agit d'hypertension artérielle secondaire. Professeur, il y a une différence entre l'hypertension artérielle secondaire et essentielle. Donc, il y a les deux entités. Donc, comment différencier déjà les deux? Bien, alors il faudrait d'abord apporter et dire que l'hypertension artérielle, elle est dans 80% des cas essentiels. Et on va dire qu'elle est dans 15 à 20% des cas, elle est secondaire. Et comme a dit ma collègue, elle est secondaire éventuellement à une pathologie, à une prise de médicaments, à prise de certains produits illicites qui peuvent nous augmenter la pression artérielle. Alors, je vais juste ajouter par rapport aux différentes étiologies, aux différentes causes de l'hypertension artérielle qu'a donné ma collègue, il y a aussi les causes endocriniennes. Oui. Les patients qui ont un problème de thyroïde, de dysthyroïdie, qu'on soit dans l'hypo ou dans l'hyperthyroïdie, on peut dérégler sa tension. C'est très bien que les hormones thyroïdiennes sont là, elles sont nécessaires et elles ont un impact sur la régulation de la pression artérielle. On a aussi les atteintes au niveau de l'hypophyse, avec des tumeurs au niveau de l'hypophyse qui pourraient nous engendrer cette hypertension artérielle. Alors, en fait, nous, quand on reçoit un malade, en fonction de son âge, quand on a un sujet qui est jeune, qui a moins de 40 ans, la recherche de l'étiologie de l'hypertension artérielle s'impose. Oui. Quand on est au-delà de 40 ans, on a tendance à dire qu'elle est essentielle. Mais attention, on peut faire le diagnostic d'une HTA secondaire tardivement. Oui. Elle n'est pas là que chez les sujets jeunes. Mais on s'acharne chez les jeunes à essayer de retrouver cette cause de l'hypertension artérielle. On ne perd pas de vue aussi que l'hypertension, elle peut être génétique. Oui. Donc, nous, quand un malade vient nous voir en consultation, on ne va pas se mettre à chercher toutes les causes, comme ça, d'une manière aléatoire. C'est en fonction de ce que va nous raconter le malade, quand on va l'interroger, quels sont ses symptômes, en fonction de ce qu'on va trouver à l'examen clinique, quand on l'examine correctement. Et un minimum de bilan biologique vont nous orienter vers l'une des étiologies. Oui. Et à partir du moment où l'étiologie est là et qu'elle a été trouvée, et bien à ce moment-là, je vais la traiter et je vais arrêter mes thérapeutiques. Il y a des hypertensions artérielles congénitales chez les sujets qui ont ce qu'on appelle une coarctation au niveau de l'aorte. L'aorte étant le gros vaisseau qui draine cette ondée sanguine, il y a des enfants qui vont naître avec une membrane à l'intérieur de cette aorte. Et donc cette membrane qui est là, qu'on appelle coarctation de l'aorte, va gêner le passage du sang et va augmenter la pression artérielle. Cela,
quand on fait le diagnostic, et on a les moyens de faire le diagnostic, cliniquement parfois, on le suspecte. Donc quand on va lever l'obstacle, on va corriger la tension. Tout à fait. Donc chez le jeune, on s'acharne à retrouver une hypertension artérielle essentielle. Donc on est très attentif aux symptômes et aussi Exactement. on pose beaucoup de questions Exactement. au patient quand il est jeune parce que Oui. avant l'âge de 40 ans, on va dire que c'est pas normal d'avoir des chiffres Exactement. tensionnels élevés. Normalement, la tension, moi depuis mon jeune âge, j'ai toujours entendu dire la tension c'est pour les papis et les mamies. Oui. Ça, c'est pas toujours vrai dans 100% des cas, mais dans plus de 80% des cas, l'HTA essentiel, c'est beaucoup plus le sujet âgé. Mais je dis, on ne perd pas de vue. Même chez les sujets âgés, on peut trouver une cause à cette hypertension artérielle. Et pour cause, l'apnée du sommeil. Mais on la voit de plus en plus, professeur, Oui. chez les jeunes. Il y a même des enfants, à cause de l'obésité et le mode de Exactement. vie, ils sont en train de développer des chiffres tensionnels élevés. Exactement. Voilà. Le régime alimentaire, tout à l'obésité, fait. les mesures d'hygiène de vie restent très très importantes et elles peuvent La être là, sédentarité la aussi. sédentarité, elles peuvent être là et engendrer une élévation de la pression artérielle. Tout à fait. Et puis, justement, il y a une, on va dire, catégorie particulière qui sont les femmes enceintes, donc qui ont cette hypertension artérielle au cours de la grossesse. Docteur Zitouni, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse, c'est votre sujet de thèse. Et donc, les femmes enceintes, beaucoup, enfin, on va dire, au cours de la grossesse, vont développer cette hypertension artérielle. Après l'accouchement, perdues de vue, donc elles ne sont pas suivies, elles ne consultent pas. Et généralement, elles arrivent des années après avec des chiffres tensionnels élevés. Donc, quand on fait l'interrogatoire, il y a cette histoire d'hypertension au cours de la grossesse. Effectivement, le problème, c'est que une réalité scientifique, c'est que cette hypertension artérielle qui vient chez la femme enceinte, et là je dois préciser qu'elle doit venir à partir de 20 semaines, si elle vient avant, c'est une HTA chronique comme la population générale, elle a les mêmes problèmes que l'HTA chronique qu'on connaît déjà. Le problème de l'HTA qui vient chez la femme enceinte après 20 semaines, ce qu'on appelle l'HTA gravidique, ou bien cette pathologie aussi qui est souvent associée, qu'on appelle la pré-éclampsie, qui est cette HTA avec les reins qui sont touchés, qui commencent à perdre des protéines, voilà, dans les urines. Ce qu'on appelle la pré-éclampsie. Le problème, c'est que cette hypertension artérielle, elle est très grave, on va dire, au long terme par rapport à l'HTA chronique. C'est quoi la gravité? Il y avait beaucoup d'études sur ce sujet. Il y a le risque de 5 fois par rapport à l'HTA chronique de faire un AVC, par exemple. Il y a le risque de 3 à 5 fois de faire une insuffisance rénale par rapport à une autre femme hypertendue chronique. Il y a le risque de faire des IDM et il y a le risque de garder cette HTA en chronicité. Le problème, c'est que ces femmes, en général, pendant la grossesse, ils font une HTA. Parfois, elle est petite. Parfois, on parle de 15, par exemple, 9 ou là, des chiffres qui ne sont pas vraiment très élevés. Elles se sentent bien. Ça passe bien pendant la grossesse. Il y a un traitement qui est prescrit pour Il y a un protéger la maman et le bébé, généralement. On contrôle cette tension artérielle. La tension, elle est normale. Et la femme accouche et la tension artérielle se normalise effectivement. Mais le problème, cette femme qui a normalisé sa tension artérielle, elle garde les mêmes risques de IDM, d'un AVC, d'une HTA chronique, d'une insuffisance rénale, comme si elle n'est pas guérie. Et c'est là l'importance de consulter. Et il faut continuer à consulter au moins juste après l'accouchement, au moins les 6 premiers mois, et après au moins une fois par an. Oui. Car les répercussions après, les femmes viennent en insuffisance rénale carrément. Pour Tout nous, à fait. j'imagine en cardiologie, ils viennent avec des problèmes, avec des AVC, ils sont des femmes jeunes et on a une population, c'est-à-dire qui ont une maladie qu'on pouvait éviter par des mesures très simples. Tout à fait. Et puis, justement, le traitement de l'hypertension artérielle a plusieurs objectifs. Pas uniquement faire baisser les chiffres tensionnels, professeur. Donc, il va agir aussi, va protéger contre ces complications pour ne pas développer toutes ces complications qui sont graves, notamment l'handicap et toute l'insuffisance rénale aussi. Oui, il est vrai que quand on traite un malade pour une hypertension artérielle, le premier souci, c'est de baisser les valeurs de la pression artérielle. Mais en fait, ça ne suffit pas.
Oui. Derrière le fait d'aller baisser les valeurs de la pression artérielle, il faut protéger ce que nous on appelle des organes cibles et nobles. Cibles, c'est-à-dire ciblés par cette pression artérielle qui reste élevée. Oui. Donc c'est quoi? Donc, quand on traite un malade pour son hypertension artérielle, on va faire baisser sa tension artérielle, on va protéger son rein, on va protéger son cœur, on va protéger son cerveau et on va protéger ses artères. Donc cette arrière-pensée doit être là. Et d'ailleurs, le choix de la thérapeutique, vous savez qu'aujourd'hui sur le marché, nous avons plusieurs molécules pour l'hypertension artérielle, plusieurs familles thérapeutiques pour l'hypertension artérielle. Oui. Et à un moment donné, il faut faire un choix par rapport à toutes ces molécules qui sont là. Donc quand on doit traiter un malade, on a le souci majeur, c'est baisser la tension artérielle avec des thérapeutiques sans créer de désordre et d'effets secondaires avec les médicaments qu'on donne. Tout à fait. Mais on ne perd pas de vue que derrière, on protège les organes. Et donc, nous, notre souci majeur, quand on va commencer à traiter notre malade, la première question qu'on se pose, est-ce que un des organes de ce patient n'a pas commencé à faire les frais de cette tension artérielle? Donc on vérifie le cœur, on vérifie le rein, on vérifie le cerveau par le biais du fond d'œil, on regarde un petit peu les artères du malade, et à partir de là, on va colliger tous les facteurs de risque du malade, parce qu'en fonction du nombre de facteurs de risque du patient, on va dire, ce malade-là est susceptible de développer un événement cardiovasculaire grave, majeur, dans les 10 ans, à 30, à 20, à 5 ou à 10%. Tout à fait. Et donc, il faut éviter d'arriver à ça. Et donc, le choix des médicaments qu'on va donner vont dépendre de l'organe qui commence à parler. Oui. Mais je répète et je dis encore, on traite des chiffres de pression artérielle, on traite des valeurs. Le malade n'est pas un chiffre, c'est-à-dire qu'il faut baisser ce chiffre et protéger les organes derrière. Tout à fait. Voilà. Vous avez parlé des facteurs de risque. Aujourd'hui, on stratifie le risque cardiovasculaire chez les patients et justement chez les patients hypertendus. Quand est-ce qu'on parle qu'il est à haut risque cardiovasculaire, donc ce patient? Alors, on stratifie le risque cardiovasculaire d'un patient par rapport à ses facteurs de risque. Alors, quels sont les facteurs de risque qu'on doit regarder? On va voir si le malade fume ou pas, il est diabétique ou pas, il est dyslipidémique ou pas, il a de la surcharge ou pas. Est-ce que dans les antécédents familiaux, il y a déjà des pathologies cardiovasculaires? On va voir s'il est sédentaire ou pas. Alors là, aujourd'hui, on parlait de la femme enceinte. Aujourd'hui, il y a de nouveaux facteurs de risque. Une femme qui a déjà fait une hypertension artérielle gravidique, c'est un facteur de risque. C'est pour ça que la collègue disait « Attention, cette dame-là, elle n'est pas à l'abri d'une complication. » Tout à fait, oui. Parce que le fait d'avoir développé une hypertension artérielle, le fait d'avoir fait une éclampsie, le fait de faire un accouchement prématuré ou le fait de faire un avortement, c'est un facteur de risque. Oui. Alors, autant d'éléments pour stratifier le risque cardiovasculaire. Et donc, en fonction de tout ça, on va Choisir le traitement. grader et choisir le traitement. Oui. Alors juste un mot pour dire, aujourd'hui, quand on est devant un hypertendu, dès qu'on a fait le diagnostic d'une hypertension artérielle, on démarre le traitement. Oui. Bien sûr, on associe des mesures d'hygiène de vie avec. Tout à fait. Alors, avant de parler justement de ces mesures hygiéno-diététiques, docteur Abdelmoumen nous a ramené une actualité sur l'hypertension artérielle. Donc, Sarah, c'est quoi l'actualité que tu nous as ramenée? Alors, pendant longtemps, nous avons pensé que le seul traitement pour soigner l'hypertension artérielle, c'était les médicaments. Aujourd'hui, grâce à la médecine, on découvre que la respiration a un rôle majeur dans la pression artérielle. Et les grandes sociétés de cardiologie affirment que l'hypertension artérielle est aussi une maladie du système nerveux. Et il faut savoir que la respiration agit directement sur notre système nerveux central. Et c'est pour ça que la cohérence cardiaque a toute sa place dans la prise en charge complémentaire par rapport à la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et c'est pour cette raison qu'on va parler de cette respiration cohérence cardiaque. Il faut savoir que la respiration, on respire involontairement, mais quand elle est consciente, c'est une respiration consciente, ça devient une thérapie en elle-même. Il faut savoir que en respirant ensemble, on va s'aider entre nous. Donc, on inspire directement par le nez et on expire par la bouche. Ce qu'on fait différemment d'habitude, on inspire juste par le nez. Donc, en prenant conscience de cette respiration, inspirez par le nez lentement et expirez par la bouche. Là, ce qui va se passer, c'est que le cerveau va recevoir un message de calme. Et ce qui va se passer, c'est que le
cœur va ralentir, les artères se détendre et la tension artérielle va baisser. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs méthodes de respiration. Il y a la même, entre l'inspiration et l'expiration, il y a des pauses. C'est ce qu'on appelle la respiration carrée. Donc on inspire en 3 secondes, on bloque 3 secondes, puis on expire lentement par la bouche en 3 secondes et on bloque. Et on refait le circuit à chaque fois. Donc il faut savoir, en respirant plusieurs fois de cette manière, on apaise le système nerveux central et là on envoie ce message de calme et la tension baisse systématiquement. Et c'est pour ça que cette respiration, en 2025, elle a été nommée respiration guidée thérapeutique et elle a été inclue dans la prise en charge de l'hypertension moderne avec le traitement médicamenteux, l'hygiène de vie, bien sûr l'alimentation et l'activité physique, la marche, tout ça. Donc pour conclure, on dira que la respiration, elle apaise, le traitement stabilise et les deux en même temps protègent le cœur. Tout à fait. Alors le stress, c'est un facteur aujourd'hui qui est, on va dire, incriminé dans plusieurs maladies, notamment cette hypertension artérielle. Donc cette respiration peut aider à faire baisser les chiffres tensionnels. Alors par rapport à la prise en charge de l'hypertension artérielle, il y a le traitement, ces techniques de respiration, il y a aussi les règles hygiéno-diététiques. Donc professeur, on va dire le régime alimentaire à suivre, c'est, on demande toujours à nos patients de diminuer le sel. Il y a ceux qui le suppriment, il y a ceux qui diminuent le sel. Nous, on conseille généralement de diminuer le sel parce qu'on a besoin quand même du sel pour... Et comment? Voilà, tout à fait. Effectivement, quand on est devant un patient qui est hypertendu, il n'est pas question de lui dire il faut supprimer complètement la ration en sel. On va lui dire il faut carrément diminuer la ration en sel. Donc on a tendance à leur dire il y a un élément fondamental, c'est que la salière ne doit pas être mise sur la table. Ça, c'est fondamental. Après, ça dépend de la manière dont ils cuisinent. Mais généralement, il faut quand même diminuer l'apport de sel parce qu'on en trouve de toute façon partout. Donc le sel, il faut le diminuer. Les gens qui fument, il faut qu'ils arrêtent de fumer. Oui. Il faut faire de l'activité physique et l'idéal, c'est de faire de l'activité physique au moins un jour sur 2, 30 minutes. Et c'est une activité physique, il n'est pas question de flâner. C'est faire de l'activité physique tout à fait correcte. Ensuite, il faudrait aussi avoir un régime alimentaire par rapport à tout ce qui est gras, puisqu'on disait que la dyslipidémie, c'est quand même un élément, un facteur de risque néfaste qui peut arriver à provoquer des complications. Donc là aussi, il faut avoir un régime un petit peu diminuer tout ce qui est apport gras. Le sucre aussi. Oui. Donc voilà un petit peu la manière dont il faut gérer son hygiène de vie. Et la logique voudrait qu'aujourd'hui, sur nos ordonnances, on mette la thérapeutique avec les produits médicamenteux et l'hygiène de vie doit être mentionnée. Dans certains pays, on est en train de réfléchir à l'éventualité de rembourser l'activité physique obligatoire chez les patients qui ont des pathologies cardiovasculaires qui poussent vers les complications graves. Exactement, oui. Et puis, cette activité physique va aider aussi à la perte du poids, docteur Zitouni. On a remarqué que nos patients, quand ils vont perdre du poids, on remarque que les chiffres tensionnels baissent d'une manière, on va dire, significative. Exactement, c'est spectaculaire, ça joue un rôle très important, le poids, on va dire, il y a cette triade de poids, hypertension artérielle et diabète. Si on équilibre les trois, on gagne, on va dire, même sur les années, à vivre sans complications et on va gagner sur, on va dire, la santé des organes nobles et cibles pour la tension artérielle. Je voudrais rajouter juste ou rebondir sur le sel. Je pense que c'est les néphrologues qui demandent souvent ce bilan, c'est combien de sel il y a dans les urines du patient. Oui. Et par un petit calcul, on peut savoir combien il a pris sur les 24 heures. Moi-même, je le demande souvent dans ma consultation. C'est le mouchard. C'est juste... Oui, c'est le mouchard. Oui. Pour prouver aux patients, parce que les patients, quand on leur demande comment vous êtes avec le régime, avec le sel, et il y en a qui disent, la majorité, demi-salé, si, je me surveille très bien, etc. On fait la natriurèse, le sel dans les urines des 24 heures, et ils mangent trop salé même, c'est-à-dire par rapport aux recommandations. Peut-être moins salé par rapport à la population algérienne, mais quand les recommandations parlent de
le normo-salé, le normal, c'est d'avoir entre 6 ou 8 grammes par 24 heures. Les patients qui pensent faire un régime demi-salé, ils sont tous à 8 à 10 grammes. C'est mon expérience dans ma consultation et j'ai fait ça pour beaucoup de patients. C'est pour ça, c'est vrai, on demande aux patients de ne pas prendre le sel. C'est juste pour tomber dans le demi-salé parce que le sel, maintenant, il est partout. C'est-à-dire, même si le patient essaye de se retenir, c'est très difficile, même pour le patient lui-même. Il ne peut pas manger dehors, même pour le pain qu'on achète de nos... voilà. Donc, c'est très difficile, vraiment. C'est pour cette raison que moi-même, réellement, je suis un peu, on va dire, sévère avec les malades. Non, ne prenez aucun sel. Et je trouve que le patient, il est à demi-salé, en tout cas, jamais sans sel. Mais docteur, en réalité, le régime demi-sel, il s'agit de quoi exactement? Donc, pour expliquer à nos chers téléspectateurs. Pour expliquer, c'est déjà l'élément ou l'aliment le plus riche en sel, c'est le pain qu'on achète de la boulangerie. Oui. Parce que là, le sel, il est excessif vraiment. Donc, quand on fabrique notre pain à la maison, on peut mettre une pincée de sel. Et puis, il y a le sel caché. Les olives, les fromages, même dans les boîtes de lait, par exemple, parce que le sel, c'est un moyen de conservation. Oui. Même pour un lait ou des boissons gazeuses, il y a du sel. Donc, tout ça, il n'est pas compté. Donc, quand je rajoute pas à l'alimentation, donc, on ne peut pas manger sans sel, c'est pour le goût. Je peux faire une petite pincée et puis je peux aromatiser avec soit les herbes, soit avec du citron pour améliorer le goût. Et puis, toute source que je connais déjà, ça contient du sel, je dois la bannir totalement. Notamment les olives et les fromages. Oui. Tout ce qui conserve contient de sel, même s'il n'a pas ce goût salé. Et après, c'est une question de papilles. C'est-à-dire avec quoi on va s'habituer, on va dire. On va s'habituer. D'ailleurs, on a l'expérience avec nos malades qui n'ont pas pris de sel pendant des années à cause d'une maladie rénale. Après, même s'ils sont autorisés à prendre le sel, ils ne supportent plus le goût, c'est trop salé pour lui. Et là, je pense que toute la population, c'est-à-dire même pour les patients qui ne sont pas malades, on doit diminuer notre sel parce que déjà on est dans l'excès même pour le normal. Tout à fait, oui. Alors, donc les règles hygiéno-diététiques à côté du traitement et des techniques de respiration, l'éviction du stress, ça c'est très important, c'est parmi les conseils qu'on donne à nos patients aujourd'hui. Le tabac aussi, professeur, donc il y a un lien... Ah oui, le tabac a un lien direct avec toutes les complications, en tout cas dans les pathologies cardiovasculaires. Alors, associé à l'hypertension artérielle, associé à la dyslipidémie, c'est vraiment le mélange qui pousse le malade vers la complication la plus sévère. Donc, effectivement, le malade, on a tendance à lui dire il faut arrêter de fumer. Oui. Alors, des fois, ils vous disent non, je vais diminuer. Non, quand on décide de diminuer, ça veut dire qu'on a un paquet dans la poche. Et donc, ça veut dire le moindre petit souci, on sort la cigarette. Même si on avait tendance à se dire, aujourd'hui, je ne vais fumer que 3 cigarettes. Oui. Et effectivement, le stress est là. Il y est aussi pour beaucoup. Le stress n'est qu'un élément déclenchant. Ce n'est pas particulièrement lui qui va créer l'hypertension artérielle. Mais c'est le plus qui va augmenter encore les valeurs de la pression artérielle. C'est vrai qu'il faut essayer de déstresser, d'éviter les stress. Mais est-ce pas possible? Avec le tabac. Est-ce possible? En tout cas, pas associé au tabac. Oui, justement. Alors, un dernier conseil, professeur, pour nos chers téléspectateurs? Alors, un dernier conseil pour nos chers téléspectateurs, puisqu'on parle de l'hypertension artérielle et on sait que c'est un tueur silencieux, c'est là. Il faut quand même que de temps en temps, ils se fassent contrôler un petit peu leur tension artérielle et que chaque fois qu'ils vont voir, que ce soit à la maison, chez eux, s'ils ont un tensiomètre, à condition de prendre la tension artérielle dans les conditions citées. Et chaque fois qu'ils vont voir un médecin, il faut quand même qu'ils se fassent prendre l'attention par le médecin. Et à côté de ça, avoir une hygiène de vie, avoir une vie relativement saine. Pas de tabac dans la mesure du possible, diminuer le sel de l'alimentation, faire de l'activité physique et puis avoir un régime pauvre en gras et pauvre en sucre. Très bien. Alors merci, professeur, pour toutes ces explications. Merci d'avoir participé à notre émission ce soir. Merci à vous. Alors, docteur Zitouni, un dernier mot? Oui, je vais juste attirer l'attention, on va dire, de notre population, parce que c'est vrai, on a le tiers qui est diagnostiqué d'HTA, et puis on parle de maladies silencieuses, mais dans ce tiers qui est diagnostiqué, il y avait une étude qui a été faite il y a quelques années,
que 70% des malades qui savent avoir de l'HTA ne se font pas traiter correctement, ils ne consultent pas, ils ne prennent pas leurs médicaments. Et je pense que cette tension artérielle va tuer plus qu'une HTA silencieuse, peut-être qui n'a jamais fait de complications. Et donc, il n'y a pas mieux que, c'est-à-dire au moins prendre conscience de la gravité de cette pathologie au long cours pour agir dès maintenant avant les complications. Merci docteur pour toutes ces informations et merci d'avoir participé à notre émission ce soir. Docteur Abdelmoumen Sarah, un dernier mot? Merci beaucoup. Alors, je dis à nos téléspectateurs, prenez soin de vous, respirez. Il faut savoir que cette respiration ne remplacera jamais votre traitement. C'est un outil complémentaire pour une bonne prise en charge de votre hypertension. Donc, prenez soin de vous et respirez consciemment. Très bien. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Donc, l'hypertension artérielle, ce n'est pas uniquement un chiffre sur un tensiomètre, bien que on va dire, le diagnostic est facile et le traitement disponible, il reste une grande majorité sous-diagnostiquée et insuffisamment traitée. Donc, un dépistage précoce et, on va dire, prévention des facteurs de risque pourrait réduire significativement les complications et le nombre de décès causés par cette maladie. Donc, on arrive à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis encore une fois et je vous souhaite une agréable soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.